Quand je créé ma boîte de marchand, j'étais un petit peu comme un dingue. J'étais super enthousiaste, super excité. J'étais déjà investisseur immobilier depuis un bon petit moment. Je connaissais bien le marché sur lequel j'allais, donc j'étais vraiment chaud, quoi. Je commençais à réunir le peu de cash que j'avais. Je commençais à demander conseil à d'autres marchands de biens. Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer? Quel type de projet il me faudrait? Et c'est vrai que maintenant, je commence à avoir un petit peu de recul. Si le Gigi de maintenant devrait parler au Gigi de l'époque, je lui dirais: Attends, tu veux pas prendre 5 minutes pour écouter 2-3 conseils là? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 6 conseils que j'aurais aimé moi-même qu'on me donne avant de créer ma société de marchand de biens. Allez, on commence tout de suite. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en marchand de biens débutant, ce serait d'avoir de l'expérience en tant qu'investisseur immobilier. Pourquoi? Parce que quand tu es investisseur immobilier, tu es dans le camp des acheteurs en fait. Donc tu es potentiellement la cible que va rechercher le marchand de biens. Donc tu connais en général le marché, tu sais qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend pas, à quel prix. Et donc ça, c'est des connaissances qui vont te permettre de savoir sous quel angle il va falloir attaquer le marchand de biens. Est-ce qu'il va falloir que tu attaques directement des immeubles parce qu'en dessous, au niveau des appartements, ce sera bouché? Est-ce qu'il va falloir que tu fasses du terrain? Est-ce qu'il va falloir que tu fasses d'autres choses? Ouais. Quel marché tu vas attaquer? Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de marchand de biens, il est au croisement de plusieurs compétences. Tu vas avoir de l'immobilier, ça va être des connaissances de terrain, typiquement quand est-ce que tu pourras diviser un appartement. Tu vas avoir du droit, tu vas avoir aussi de la prospection, comment prospecter, où prospecter, trouver les bonnes personnes qui, elles, vont pouvoir t'apporter les bonnes affaires. Pour moi, le marchand de biens, c'est l'évolution d'un profil qui est lié à l'immobilier. Les profils liés à l'immobilier, t'en as pas énormément. Pour moi, t'en as 3. T'as les gars qui bossent dans le bâtiment, donc typiquement une boîte de rénovation. Tu as les agents immobiliers. Et tu as l'investisseur immobilier. Et clairement, sur ces 3 profils, c'est l'investisseur immobilier qui aura le plus d'appétence pour le marchand de biens. Le deuxième conseil que je donnerais à un gars qui veut faire du marchand de biens en débutant, c'est d'avoir du patrimoine et des revenus à côté. Ça, c'est un petit peu la conséquence du point d'au-dessus. Le marchand de biens, c'est pas une activité avec des revenus qui sont récurrents. C'est du one shot en fait. Alors, attention, il faut nuancer ce que je dis. Si tu développes ton réseau, que tu le travailles correctement, les affaires, t'en auras régulièrement. Mais c'est pas une activité où l'année suivante, tu pourras prévoir ton chiffre d'affaires d'une manière assez précise en fait. Du coup, au niveau de la récurrence, t'auras pas de filet. C'est aussi une activité où des fois tu gagneras de l'argent, beaucoup d'argent et la plupart du temps, mais c'est aussi une activité où des fois tu en perdras. Donc c'est pour ça que pour moi, à mon sens, il va te falloir au moins pour commencer des revenus récurrents à côté. Là où je veux en venir, c'est que tu auras le marchand de biens d'un côté, mais pour assurer tes arrières, il faudra une source de revenus. Alors ensuite, le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est au sujet du capital de départ. Parfait, ce que je viens de te dire, ça te parle, tu te reconnais dans le profil, on est bon. On va pouvoir discuter du cash que tu vas mettre dans la société. Le marchand de biens, et comme toutes les activités immobilières, c'est une activité qui est très capitalistique, comme la promotion, comme les foncières, comme les investissements immobiliers. Mais du coup, combien de capital pour commencer? Alors, cette question-là, je peux pas y répondre directement, parce qu'elle va dépendre du marché que tu attaques en fait. Ça va dépendre principalement de la ville, quels sont les biens les plus abordables, à quel prix, est-ce que tu es en mesure de le faire. Un autre truc qu'il faut ajouter, c'est que si tu comptes commencer dans une grande ville, Lyon, Toulouse, Paris, Bordeaux, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée parce que tu auras des gars qui sont déjà là depuis un bon paquet de temps, qui connaissent très bien le marché, qui savent comment faire et aller très vite. Tu peux jouer effectivement et tu pourras décrocher sur le long terme des affaires, mais pour moi les montants sont tels que tu as intérêt à commencer dans des petits coins, des petites villes de campagne, où tu auras peut-être moins de tension à l'acquisition et à la revente, mais tu auras aussi beaucoup moins de concurrence, tu pourras faire des allers-retours beaucoup plus facilement. Et tu commenceras avec un budget qui sera moins important, et du coup tu prendras moins de risques. Mais ça encore une fois, si tu es déjà investisseur, normalement tu as déjà des pistes. Pour obtenir ce capital, tu as plusieurs solutions. La première solution, c'est le capital que tu auras toi-même développé, donc ça peut être en investissant. Si tu es entrepreneur, tu peux avoir revendu ta boîte et dégager le cash. Tu peux avoir un business à côté, une société d'exploitation que tu vas fonctionner en holding et tu vas pouvoir réinvestir les dividendes dans ta société en marchand de biens. Ça marche bien, mais il faut déléguer ton business d'exploitation. Soit, dernier point, tu vas avoir l'association. Alors, l'association, ça fonctionne. Il y a beaucoup de marchands de biens qui le font et qui commencent comme ça, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Si tu veux être le marchand de biens associé, il va falloir déjà que tu trouves un associé qui te fait confiance. Donc ça veut dire qu'il va falloir que toi-même déjà, tu aies un petit peu d'antériorité. Est-ce que tu as acheté quelques biens? Est-ce que tu es un gars qui n'y connaît rien à l'immobilier, qui a vu la lumière et qui veut faire de l'immobilier? Là, ça va être plus compliqué. Pour moi, le profil idéal, c'est toujours l'investisseur en fait. Tu montres à ton potentiel associé que tu as des acquisitions, tu as tel en cours de crédit, ça tourne, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'on fait en général dans ce genre de deal, on s'associe à 50-50. Quatrième conseil,
Ça, c'est une question qui revient souvent, c'est au niveau de la forme juridique. Est-ce qu'on commence en SARL? Est-ce qu'on commence en SAS? Pour simplifier, voici les choses auxquelles tu devrais déjà penser avant de choisir ta forme juridique. 1. Est-ce que tu veux en faire une espèce de cashbox? Donc moi, c'est ce que je faisais. J'avais des revenus locatifs issus d'appartements à côté. J'avais pas besoin d'une activité de marchand de biens pour me rémunérer. Donc ma vision, c'était de mettre de l'argent dans l'activité de marchand de biens et de le faire tourner, cet argent. Je grossis en capital, je peux éventuellement repartir sur des opérations d'investissement pour me développer encore plus mon salaire, je peux partir sur des opérations, pourquoi pas à terme de promotion, faire des opérations de marchand de biens qui sont plus grosses, ou pourquoi pas avec le capital, faire un apport pour acheter une boîte. Deuxième chose, si t'en fais pas une cashbox, est-ce que tu veux te payer avec cette société? Est-ce que tu veux te verser un salaire? Moi, si tu veux, pour faire simple, dans mon cas, au départ, j'ai choisi la SASU, parce que je voulais en faire une cashbox. Et puis à terme, je me suis rendu compte que j'allais peut-être changer un petit peu de piste. Donc là, je suis en train de basculer en SARL parce que je voulais faire tomber des loyers dedans pour me verser un complément de revenu. Et ça, c'est ce qui nous amène au point suivant. Le conseil suivant que je donnerais à un marchand de biens débutant, ce serait de faire tomber les loyers dans la société de marchand de biens, puis de se les verser en salaire pour faire sauter le plafond du LMNP. Tu t'imagines bien qu'en étant marchand de biens, tu seras souvent sur le terrain en train de faire des visites. Régulièrement, tu visiteras des biens qui peuvent pas tellement se prêter aux marchands de biens, mais qui peuvent se prêter à de l'investissement. Ça peut être des bonnes affaires en investisseur et tu peux avoir beaucoup de cash flow. Ces biens-là, il faut les prendre. Tu laisses pas un billet sur la table. Maintenant, écoute-moi bien. L'astuce que je vais te donner, elle risque de te faire gagner beaucoup d'argent. Alors, mets un commentaire, abonne-toi, like et prends des notes. Donc tu le sais sûrement, l'activité de LMNP, elle est plafonnée. Tu sais que pour passer LMP, tu as 2 conditions à respecter et elles sont réunies par un « et ». Si tu ne respectes pas une des conditions, tu peux ne pas passer LMP. La première condition, ça va être de rester en dessous du plafond. Le plafond, actuellement, il est 23 000 euros. La deuxième condition, c'est que le montant des revenus de tes locations meublées ne doit pas dépasser 50% de tes revenus totaux. C'est cette condition qui va nous intéresser. Ce que ça implique, c'est que si tu as des revenus totaux de 100 000 euros, tu peux développer une activité LMNP qui va monter jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, qu'est-ce que ça implique sur notre plan d'action? T'es un petit malin, t'es investisseur. D'un côté, tu as ton activité de LMNP, tu sais que tu ne peux pas dépasser le plafond, donc tu ne le dépasses pas. De l'autre côté, tu as une SCI-LIS. Tu as une SCI-LIS dans laquelle tu vas faire toutes les autres acquisitions. Le but, c'est de mettre ta société de marchand de biens locataire de ta SCI. Les loyers vont tomber dans l'activité de marchand de biens. L'activité de marchand de biens va payer un loyer à la SCI et toi, tu vas avoir du cash flow. Ce cash flow, tu peux te le servir en salaire. L'intérêt, c'est que tu vas augmenter tes revenus totaux, et en augmentant tes revenus totaux, tu augmentes ton plafond. Et enfin, dernier conseil, alors celui-là, il concerne le capital social. Le capital social, c'est une question qui revient régulièrement, et généralement, les personnes qui posent cette question, ils n'ont pas compris l'utilité du capital social. Je vais donc te donner 2 réponses. La première, réponse courte. Alors, quand tu ouvres ta boîte de marchand de biens, en général, tu mets 1000 balles. Moins, tu risquerais de ne pas être pris au sérieux par tes partenaires. Encore que les banquiers, ils vont pas se servir sur le capital, ils ont des garanties ailleurs. Et si tu mets plus, ça servira à rien. La deuxième réponse, elle est un peu plus fournie. Les dividendes que tu te verseras en SARL ne seront pas assujettis aux prélèvements sociaux s'ils ne dépassent pas 10% du capital social. Ça veut dire que si tu veux en faire une cashbox et que tu envisages de te payer en dividendes, ce sera peut-être plus intelligent de partir sur un modèle SAS SASU. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'hésites pas à liker, commenter, partager. Et puis je te mets juste ici le lien vers une vidéo qui à mon avis va attiser ta curiosité.